Merci d'écouter RFI, les 4h30 en temps universel, 6h30 à Paris. François Mazet. Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'actualité africaine. La course à la tête de la francophonie est en train de se décanter. À la veille du sommet de l'OIF en Arménie, la secrétaire générale sortante perd deux de ses principaux soutiens. Michaël Jean, lâché par le Canada et le Québec. Son pays et sa province disent se rallier au consensus africain formé autour de la Rwandaise Louise Mushikiwabo, également soutenue par la France. Certains avaient à peine 8 ans, des enfants de Béni mobilisés pour demander la paix dans l'est de la RDC et la réouverture des écoles fermées en nombre à cause de l'insécurité dans la région. Ils ont manifesté hier devant la mairie. À suivre également dans ce journal la démission du ministre des Finances d'Afrique du Sud. Nana Néné quitte son poste après avoir confessé des rencontres avec les frères Gupta. Et puis à Madagascar, la charte de bonne conduite et d'intégrité du candidat à la présidentielle du 7 novembre peine à séduire. Seuls 12 ambitieux sur les 36 l'ont signé. C'est presque fait pour Louise Mushikiwabo à la veille du début du sommet de la francophonie à Yerevan en Arménie. La candidate rwandaise à la tête de l'OIF voit sa principale rivale, sa seule rivale, perdre ses principaux soutiens. En effet, la secrétaire générale sortante, Michaël Jean, ne peut plus compter sur le soutien de son pays, le Canada, ni sur celui de sa province, le Québec. Les deux entités ont affirmé hier vouloir accepter le consensus franco-africain autour de la chef de la diplomatie de Paul Kagame. Michaël Jean, toujours candidate, Christophe Boisbouvier, mais ses chances de l'emporter ont nettement baissé. Ces 3 derniers mois, Justin Trudeau a tout fait pour défendre sa compatriote Michaël Jean. Il a téléphoné un par un aux chefs d'État africains pour essayer de casser le consensus qui s'était formé au sommet de l'Union africaine à Nouakchott en faveur de Louise Mushikiwabo. Et de fait, quelques chefs d'État du continent, comme le Tunisien Béji Caïd Essebsi et le Malien Ibrahim Boubacar Keïta, ont encouragé Michaël Jean à se battre jusqu'au bout, si bien qu'au dernier pointage, la secrétaire générale sortante espérait compter sur quelques 17 à 18 voix sur un total de 54. Mais en face, Louise Mushikiwabo a fait une campagne méthodique avec l'aide décisive de son président. Un jour, un chef d'État d'Afrique de l'Ouest a lâché « J'aime bien le Premier ministre du Canada, mais je ne veux pas me mettre à dos le président du Rwanda ». Et puis à cela s'est ajoutée la pression d'Emmanuel Macron. Les Français, quand ils veulent quelque chose, ils mettent le paquet, et c'est très impressionnant, confie un partisan de Michaël Jean. Qu'est-ce que Paris a promis à Ottawa? Sans doute un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU en 2020 ou 2022. Christophe Boisbouvier, Erevan, RFI. RFI qui vous donne rendez-vous demain matin et vendredi pour vous faire vivre ce sommet de la francophonie en Arménie. En République démocratique du Congo, cette requête des membres du pouvoir sous sanctions européennes. Ils demandent à l'UE la levée des sanctions qui incluent gel des visas et d'éventuels avoirs. Une procédure va être lancée devant la Cour de justice de l'Union européenne. 15 personnes sont concernées au total, notamment le candidat de la majorité à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadari, sanctionné pour violation des droits de l'homme lors de son passage au ministère de l'Intérieur, le puissant chef de l'Agence nationale de renseignement, Kalev Moutonde, ou encore le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, qui juge ces sanctions humiliantes, dégradantes et disproportionnées. Dans l'est du pays, à Béni, des enfants dans les rues hier pour réclamer la paix dans leur région. Ils avaient entre 8 et 14 ans. Ils ont quitté leur salle de classe pour manifester ou leurs habitations, puisque la plupart des écoles ont dû fermer en raison de l'insécurité. Mao de Butler. Ils ont entre 8 et 12 ans. Les élèves des écoles de la commune de Rwenzori en ont assez des violences qui terrorisent leur quartier et les empêchent d'aller à l'école. Pascal Tembo Mouliwavio, le secrétaire permanent du syndicat des enseignants des écoles catholiques, le Synécat. Les enfants de ces écoles ne trouvent pas normal que dans une ville, il y ait des communes où les écoles fonctionnent, donc les élèves étudient, alors que eux, ils chôment, ne sachant pas à quand finira donc
la situation de massacre. Les jeunes manifestants sont donc allés chercher leurs condisciples pour les faire sortir de cours et se rassembler devant la mairie de Beni. Selon le Sinécat, il y a eu des jets de projectiles et les professeurs n'ont pas eu d'autre choix que de laisser leurs élèves partir. La police de Beni est intervenue avec du gaz lacrymogène. D'après Kizito Binangui, responsable de la société civile de Beni, l'initiative était spontanée. Les enfants sont descendus seuls dans la rue. Il n'y a pas eu mot d'ordre ou il n'y a pas eu quelqu'un qui était derrière. C'est la deuxième fois en 2 semaines que les élèves manifestent pour réclamer des conditions d'études décentes. Pour leur permettre de reprendre leur scolarité, les enseignants réfléchissent à délocaliser les établissements fermés vers des zones plus sûres. De jeunes manifestants âgés donc de 8 à 12 ans. Les ONG internationales suspendues de toute activité depuis 10 jours au Burundi tentent d'organiser leur réponse au gouvernement. Pour l'instant, presque aucune ne s'est mise en conformité avec les nouvelles règles imposées par le pouvoir. La plus problématique, le respect en leur sein des équilibres ethniques constitutionnels d'ici 3 ans. Ezra Zikoumana, la paralysie de leur activité commence à se faire sentir pour l'économie burundaise. Seules 4 ONG internationales sur les 130 agréées jusqu'ici au Burundi avaient déjà signé et déposé au ministère de l'Intérieur jusqu'à hier midi les 4 documents exigés par le pouvoir. Les autres organisations qui ont pu maintenir un front uni jusqu'à présent tentent de coordonner leurs réponses sur les 2 points qui posent problème, les exigences en ce qui concerne leurs finances ainsi que sur les équilibres ethniques de 60% de Hutus et 40% de Tutsis. Leur objectif, arriver à une proposition commune qu'elles vont ensuite soumettre au gouvernement. Elles peuvent compter pour cela sur le soutien de la Banque mondiale et des principaux bailleurs de fonds du Burundi. En attendant, les premières conséquences de la suspension de leurs activités commencent à se faire sentir sur le terrain. Les hôtels et restaurants de l'intérieur du pays ont perdu le gros de leur clientèle. De nombreux programmes en faveur de la population tournent au ralenti, mais c'est surtout le programme phare du rapatriement de réfugiés de Tanzanie qui est le plus touché, selon des sources RFI. Plusieurs convois en provenance des camps de réfugiés de ce pays ont été annulés depuis l'entrée en vigueur de cette décision, alors que près de 2000 réfugiés étaient rapatriés au Burundi chaque semaine par le HCR. Et ce programme ne pourra pas reprendre tant que les ONG chargées de sa mise en œuvre seront suspendues, toujours selon nos sources, qui se demandent si le pouvoir avait réellement pris la pleine mesure de la situation. Pas d'avancée au Cameroun, on attend toujours les chiffres de la présidentielle de dimanche, résultats et participation. Selon la procédure prévue par Elecam, les antennes départementales doivent être en train de superviser le décompte des suffrages. Parmi les candidats de l'opposition, Cabral Liby a mis en garde hier contre des manipulations des résultats, s'estimant toujours en course. Du côté de Maurice Kamto, on s'est décrété vainqueur lundi. Mais marquer un pénalty, ce n'est pas gagner le match, l'a repris hier le ministre de l'Intérieur, estimant que cette proclamation était un non-événement. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, le Malien Michel Sidibé, poursuit son voyage officiel en Centrafrique. Il était hier à Paoua, dans l'ouest du pays, pour sensibiliser sur la maladie qui touche 4% de la population centrafricaine et sur les violences sexuelles, principal vecteur de propagation du VIH. Sur place, Charlotte Cossé pour RFI. L'hôpital général de Paoua dispose d'une unité spécialisée dans le traitement du VIH. Des patients et des personnels soignants sont venus y accueillir Michel Sidibé. Le directeur exécutif d'ONU-SIDA est conscient des défis à relever. Le système de santé s'est effondré complètement et aujourd'hui on sait que malheureusement les médicaments ne sont plus disponibles. Nous avons que 20% des enfants qui ont accès au traitement ici du sida. Nous avons moins de 35% qui ont accès au traitement en général. Et surtout, dans ces situations humanitaires, ces situations sont caractérisées de violence contre les femmes. Donc, il faut mener ce combat sur ces zones humanitaires. Des besoins qui sont énormes et qui dépassent le cadre de la santé publique, car résoudre les problèmes de santé pour favoriser la résolution du conflit, Michel Sidibé y croit, tout comme le ministre de la Santé, Pierre Somsé. La santé, c'est le creuset de la paix et de la cohésion sociale. Aujourd'hui, on ne peut pas dissocier la propagation, le défi du sida, d'autres facteurs, d'autres dimensions de la vie des gens qui sont en situation de crise, puisque cette crise a également potentialisé et renforcé les facteurs de risque de propagation. À Paoua, les ONG comptabilisent en moyenne chaque mois 150 cas de violences sexuelles perpétuées par les groupes armés. Charlotte Cossé, de retour de Paoua, RFI. Les magistrats maliens sont réquisitionnés par le gouvernement. Ils vont devoir reprendre leur travail. Voilà 11 semaines qu'ils sont en grève pour réclamer une sécurisation des tribunaux ainsi qu'une revalorisation de leur salaire. Les discussions avec les autorités n'ont rien donné.
La justice est complètement à l'arrêt depuis le 25 juillet. En Côte d'Ivoire, nouvel épisode dans la bataille que se livrent depuis des mois le PDCI et la coalition au pouvoir. Le conseil de discipline de l'ex-parti unique a décidé d'exclure temporairement 17 cadres, dont 3 ministres en exercice pour transhumance politique. Amédée Kouakou, Paulin Dano, Félix Anoblé seront candidats au municipal sous les couleurs du RHDP, le parti unique voulu par le président Ouattara pour agréger toutes les forces oufouettistes. On y revient tout à l'heure dans la revue de presse de Frédéric Couteau. Il n'a pas résisté au Gupta Gate. Le ministre sud-africain des Finances est renvoyé. Nlanhla Nene quitte son poste après avoir dû confesser devant la commission d'enquête parlementaire sur le détournement des moyens de l'État des rencontres privées avec la sulfureuse famille d'hommes d'affaires indiens, la famille Gupta sous la présidence Zuma. Le président Cyril Ramaphosa a dû se résoudre à accepter son départ pour sauver la crédibilité de son gouvernement et son credo de lutte contre la corruption à quelques mois maintenant des élections. À Johannesburg, Noé Ochebodin. Devant les appels à la démission de l'ensemble de la classe politique, Cyril Ramaphosa n'avait plus le choix. Le président se devait de limoger Nlanhla Nene pour, comme il l'a dit dans son allocution, continuer de restaurer la confiance des citoyens dans le gouvernement. Ramaphosa a rappelé que la culpabilité de son désormais ex-ministre des Finances n'était pas encore prouvée, mais que l'ouverture d'une enquête l'empêcherait de mener à bien sa mission à la tête du ministère et de notamment prononcer un discours très attendu sur le budget dans 2 semaines. Quelques secondes après avoir limogé son ministre, le président a nommé un remplaçant, Tito Mboweni, ancien ministre du Travail sous Nelson Mandela et ancien gouverneur de la Banque centrale. Il est donc chargé du portefeuille des finances avec comme principal atout de n'avoir jamais été présent dans les gouvernements de Jacob Zuma, ce qui lui permet d'échapper aux accusations de corruption. Nommer un homme d'expérience comme Mboweni est une petite victoire pour Cyril Ramaphosa. Les marchés ont d'ailleurs rapidement réagi à cette annonce. La monnaie sud-africaine en berne depuis plusieurs mois s'est immédiatement renforcée face au dollar. Noé Ochebodin, Johannesburg, RFI. À Durban a débuté hier le procès de 19 personnes accusées d'avoir participé à l'attaque meurtrière contre une mosquée de la ville en mai dernier. L'imam avait été tué, plusieurs fidèles blessés au couteau, des personnes arrêtées vendredi lors d'une opération de police. Il devait être inculpé pour meurtre et tentative, extorsion de fonds et infraction à la législation sur les explosifs, selon la police judiciaire sud-africaine. À Madagascar, la campagne électorale bat désormais son plein. Alors que la plupart des candidats à la présidentielle et des observateurs internationaux sont partis en tournée en région, la société civile, elle, continue de faire entendre sa voix dans la capitale. Elle tente de mobiliser autour de sa charte de bonne conduite et d'intégrité du candidat. Charte mise sur pied par 12 organisations, mais seulement ratifiée par 12 candidats sur les 36 à la présidentielle du 7 novembre. 5 ont même clairement marqué leur refus d'apposer leur nom sur un document qu'ils qualifient de mascarade. Alors qu'y a-t-il dans ce texte ? Correspondance de Sarah Teto. Les électeurs seront juges de ceux qui ont signé et ceux qui ne l'auront pas fait, car cette charte constitue un des outils pour éclairer leur choix. Un outil, un garde-fou, mais pas une loi. Manière de rappeler pour le porte-parole du comité que la charte n'a pas de valeur juridique. Un tiers des candidats s'est donc engagé à respecter les 30 principes de la charte, dont 15 concernent directement la campagne. Ainsi, le signataire promet entre autres de ne pas faire des dépenses ostentatoires, abusives et déplacées au mépris de la pauvreté ambiante, de ne pas utiliser les avantages, moyens et pouvoirs provenant de l'État ou toute autre structure publique, ou d'éviter tout propos discriminatoire basé sur l'origine sociale, l'ethnie, le sexe ou la religion. Le comité exhorte l'ensemble des candidats, y compris ceux qui n'ont pas signé la charte, à entamer la campagne électorale dans le respect total des lois et règlements en vigueur. Et c'est la loi organique relative au régime général des élections qui expose les différents droits et interdits. Fini donc, durant la campagne, les inaugurations officielles. Il est interdit également de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment où les adversaires n'auraient plus la possibilité de se défendre. Les candidats doivent être transparents sur les sources de financement de leur campagne et de l'utilisation des fonds affectés. De leur côté, l'administration et les lieux de culte doivent être neutres, les médias publics impartiaux. Les contrevenants à la loi risquent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et une amende de 2 à 20 millions d'ariars. Sarah Teto, Antananarivo, RFI. Vous restez avec nous à Antananarivo, il est 7h44, 4h44 à Abidjan. Afrique Matin sur RFI. François Mazet.
On reste ensemble avec Frédéric Couteau qui nous rejoindra dans 5 minutes pour évoquer les titres de vos journaux. À la une ce matin, ce divorce à l'Ivoirienne. Mais tout de suite, notre invité. Le monde devra engager des transformations rapides et sans précédent s'il veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et ainsi ses conséquences désastreuses. C'est la conclusion du rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Son dernier rapport de 400 pages a été présenté lundi en Corée du Sud. C'est de là que le Malien Youba Sokona, vice-président du GIEC, répond aux questions de Sébastien Duhamel. Youba Sokona, bonjour. Bonjour. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer au niveau africain du rapport du GIEC ? Le rapport intéresse à bien des égards le continent africain dans la mesure où il aborde les questions de la lutte contre la pauvreté, il aborde les questions du développement durable et ses conclusions également intéressent le continent africain, notamment à savoir que les changements climatiques affectent déjà les populations, les écosystèmes et les moyens de subsistance dans le monde entier et plus particulièrement le contexte africain est confronté à l'ensemble de ces éléments. La deuxième conclusion majeure, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré n'est pas impossible, mais nécessite des transitions sans précédent dans tous les domaines de la société. Il se trouve que dans le continent africain, les infrastructures majeures qui structurent le développement ne sont pas encore en place. Le secteur agricole est à développer, l'industrialisation est à réaliser, le stock d'habitat nouveau est beaucoup plus important que l'existant. Le système de transport est à définir et l'urbanisation également est totalement à définir. Mais tout ceci, on peut l'intégrer dès la base à condition qu'on ait la volonté politique et qu'on ait les moyens financiers pour réaliser cela. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui, selon vous, cette volonté politique de faire bouger les choses ? On peut dire dans une certaine mesure que le politique commence à prendre conscience de l'importance des questions de changement climatique dans la mesure où au niveau des chefs d'État africains, il y a un comité de chefs d'État et de gouvernement sur le changement climatique. Et il se trouve également qu'à Paris, lors du sommet de la conférence des partis en 2015, pratiquement tous les chefs d'État africains étaient présents à Paris, ce qui n'était pas le cas dans les conférences des partis précédentes. D'une certaine manière, il y a une certaine sensibilité politique sur les questions des changements climatiques. Donc il y a une prise de conscience au niveau politique, mais aujourd'hui, est-ce que la mise en place, est-ce que l'application des solutions qui sont posées sur papier se font bien ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans l'application ? Écoutez, l'Afrique, à l'image des autres parties du monde, on avait tous à cœur qu'on va utiliser les changements climatiques pour changer le cours des choses. Et dès le début, il y a eu quelques balbutiements au niveau international. Ensuite, avec le protocole de Kyoto, on pensait tous qu'on a trouvé la bonne voie pour se lancer vigoureusement dans la lutte contre les changements climatiques et puis la promotion du développement durable. Nous avons été obligés de nous désenchanter parce qu'on a abandonné le protocole de Kyoto. On essaie de mettre en place l'accord de Paris, c'est-à-dire au niveau international, il n'y a pas des actions qui suivent les énoncés au niveau politique. L'Afrique est un peu à l'image de cela. Tous les pays en développement espéraient également qu'il y aurait des moyens financiers relativement conséquents qui sont également désenchantés parce que les moyens financiers n'ont pas suivi. Il y a justement une initiative africaine qui a été mise en place en matière d'énergie renouvelable, mais certains observateurs là aussi me disent que finalement les financements, comme vous venez de le dire d'ailleurs, peinent à arriver. Pourquoi il n'y a pas de financement alors que finalement il y a un consensus sur l'urgence à agir, il y a un consensus visiblement sur les solutions à adopter, mais le financement peine à arriver. Pourquoi cela ? Mais il se trouve que j'ai été l'artisan de cette initiative. C'est moi qui ai coordonné le développement de cette initiative. On se rend compte également que beaucoup de pays sont confrontés à des difficultés internes. Le problème d'emploi, les problèmes de migration, les problèmes de développement, et qui sont tous des problèmes de court terme. Et les questions du changement climatique sont des questions relativement de long terme, mais le long terme est en train de devenir le très court terme. Si on n'agit pas dans les 10 années à venir, il va être quasiment impossible de faire face aux conséquences néfastes, c'est-à-dire aux questions d'adaptation et de pouvoir limiter
le réchauffement même à 2 degrés. Comment faire alors ? Ça peut passer au niveau continental par le centre africain pour la politique en matière de climat, qui est sous l'égide de l'ONU justement ? Écoutez, ce centre africain également, c'est moi qui l'ai mis en place en 1990, la Commission économique des Nations Unies, qui était censée non seulement aider les pays africains sur les données climatiques et hydroclimatiques, dans la mesure où les systèmes d'observation de la plupart des pays n'est pas tellement fonctionnel, et en même temps servir d'instrument de politique pour les pays africains. Ce centre également a relativement bien fonctionné dans les débuts, et puis on connaît quelques difficultés à cause des moyens financiers et puis à cause d'un intérêt des différentes institutions. Il y a une sorte de démultiplication d'institutions et d'efforts. Il y a trop d'institutions qui œuvrent aujourd'hui en faveur du climat, une dispersion finalement des efforts ? Il y a beaucoup plus une dispersion d'efforts, une dispersion à travers des projets plutôt que de création de renforcement d'institutions au niveau national, au niveau sous-régional et au niveau régional. Vous allez dans un pays, au lieu de mettre l'accent pour renforcer un service de la météo, on préfère avoir un projet à côté du service de la météo. Et de projet en projet, on a du mal à asseoir quelque chose de bien conséquent. Yoba Sokona, merci. Merci. Le vice-président du GIEC, le groupe d'experts sur le climat, joint par Sébastien Duhamel. François Mazet. Dans l'actualité de ce mercredi, la Syrie, où rebelles et djihadistes ont retiré la plupart de leurs armes lourdes de la future zone démilitarisée de la province d'Idlib. C'est ce que prévoyait un accord conclu avec la Russie et la Turquie pour repousser une offensive des troupes de Bachar el-Assad contre ce dernier bastion insurgé. Précision dans notre prochain journal, dans 10 minutes. La Turquie, où les autorités ont reçu hier l'autorisation de Riyad pour fouiller le consulat saoudien à Istanbul, et ce dans le cadre de l'enquête sur la disparition du journaliste Jamal Khashoggi. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, quittera son poste à la fin de l'année. Donald Trump a accepté sa démission, indiquant savoir depuis plusieurs mois qu'elle souhaitait faire une pause dans ses activités politiques. Il a également déclaré qu'il songeait à l'ancienne dirigeante de Goldman Sachs et sa conseillère à la Maison-Blanche, Dina Powell, pour lui succéder. Et puis la Floride, où l'état d'urgence a été déclaré, se prépare à l'arrivée de l'ouragan Michael, qui pourrait être la tempête la plus dévastatrice depuis des décennies dans cet état, selon le gouverneur de la Floride. Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour François, bonjour à tous. À la une de la presse africaine, ce divorce à l'ivoirienne. En effet, rien ne va plus entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI d'Henri Konan Bédié et la coalition au pouvoir rassemblée sous l'enseigne du RHDP. Alors c'est vrai, comme le souligne Lucien Tapé-Mambo, président de la plateforme de la société civile au quotidien ivoirien L'Intelligent, nous sommes dans un système en Côte d'Ivoire, dans un système de mouvance des alliances. Là, on se marie, demain, on divorce après. Nous avons vu ici le Front républicain qui était le RDR avec le FPI contre le PDCI. Il n'existe plus aujourd'hui. Il y a eu même hier le RHDP où tout le monde était dedans. Aujourd'hui, le PDCI est de son côté, le RHDP également. Tant que les hommes vivent sur cette terre, il y aura toujours des alliances qui se font et qui se défont. Et toujours est-il, Frédéric, que le ton monte chaque jour entre les deux anciens partis frères, au point que la presse de la sous-région s'en mêle. Ainsi pointe la Nouvelle Tribune au Bénin. Henri Konan Bédié accuse le RHDP de travailler à faire disparaître son parti. Le Sphinx dénonce le harcèlement judiciaire dont serait victime le PDCI après avoir quitté l'alliance avec le parti au pouvoir. En effet, selon Henri Konan Bédié, les décisions des 2 derniers bureaux politiques du PDCI ont été contestées en justice par des militants du parti manipulés par le régime Ouattara. La manœuvre aurait pour but de bloquer le fonctionnement du PDCI, selon l'ex-président ivoirien. La famille politique ivoirienne, ce panier de crabes, s'exclame pour sa part le pays, au Burkina. Henri Konan Bédié a déclaré récemment que son parti faisait l'objet de complots visant à le déstabiliser et à le faire disparaître et à sans embâche pointer du doigt le parti au pouvoir qu'il accuse de harcèlement judiciaire. Si le réquisitoire que dresse l'enfant de Daoukro contre le président Ouattara venait à se vérifier, ce serait faire dans la tautologie que de dire que le divorce officialisé début août entre les deux époux est en train de virer à la guerre de tranchées. Mais pouvait-il en être autrement ?
s'interroge le quotidien burkinabé. On peut tout de go répondre par la négative, car l'alliance entre les deux poids lourds de la scène politique ivoirienne n'a jamais été autre chose qu'une union de circonstances. Et cette dernière péripétie dont nous parlions dans le journal et que relève aujourd'hui, toujours à Ouaga, le ministre de l'équipement, Amédée Kouakou, celui des sports, Paulin Dano, celui du secrétaire d'État au PME, Félix Hanoblé, ont été exclus des instances du PDCI, exclusion temporaire, mais aussi qui touche 14 autres cadres du parti. Oui, il leur est reproché leur proximité ou bien leur adhésion au RHDP, le parti unifié, commentaire du journal. Et oui, le vieux crocodile de la mare politique ivoirienne est bien décidé à en découdre avec les agents doubles de son parti. Qu'Alassane Ouattara lui joue des tours, cela passe, mais que ses propres partisans osent retourner leur veste relève là de l'intolérable. En tout cas, souligne l'observateur Palga, les élections locales de dimanche en Côte d'Ivoire donc vont constituer un véritable test pour les différents partis et les leaders politiques au moment où les cartes sont en train d'être rebattues sur les bords de la lagune ébriée. Ce sera en effet l'occasion de jauger les forces à 2 ans maintenant de l'élection présidentielle. À la une également, Frédéric, les suites de la présidentielle au Cameroun. Plusieurs partis d'opposition dénoncent des fraudes, c'est ce que relève le Monde Afrique. Le MRC de Maurice Kamto et d'autres partis d'opposition citent des bourrages d'urnes, des falsifications de procès-verbaux, des achats de voix, l'absence de bulletins au nom de certains candidats dans certains bureaux de vote, des scrutateurs des partis refoulés lors du dépouillement ou encore l'utilisation d'encre non indélébile. Lors des précédentes présidentielles, les plaintes déposées par les partis d'opposition n'avaient jamais abouti, rappelle le Monde Afrique. La Direction générale des élections a quant à elle confirmé en début de semaine la forte abstention qui a prévalu dans les zones anglophones, le taux de participation officiel et les résultats de cette présidentielle au Cameroun sont attendus d'ici au lundi 22 octobre. Merci Frédéric Couteau, revue de presse à retrouver comme chaque jour sur notre site internet www.rfi.fr. Vous restez avec nous, l'info continue sur la radio du Monde. 7 milliards de voisins. Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui, quand les enfants devenus grands quittent le foyer, délivrance ou déchirement pour les parents. Demain, Journée internationale des filles. Quel levier pour accéder à l'éducation? appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. 7 milliards de voisins, Emmanuel Bastide. Du lundi au vendredi, à partir de 10h10 TU. RFI. RFI Talent présente Abou Diarra en concert. Le bluesman malien est sur la scène du Pan Piper à Paris le 12 octobre à 20h avec la soulwoman sénégalaise Awali à l'occasion de la 10e édition des soirées Crossroads Night. Plus d'infos sur www.pan-piper.com. Les sports d'ici au prochain journal avec Frédéric Suto, bonjour. Bonjour François. Débute aujourd'hui la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Et ces éliminatoires qui vont nous tenir en haleine quelques jours, jusqu'à la semaine prochaine, avec l'enchaînement des 3e et 4e journées. Il y en a 6 au total dans les 12 groupes de 4 équipes. Ouverture du bal aujourd'hui, 2 matchs de la 3e journée. Éthiopie-Kenya dans le groupe F, groupe très indécis. Et puis les footballeurs zambiens opposés à ceux de la Guinée-Bissau dans le groupe K. Le foot au féminin, les Camerounaises étaient opposées hier soir à Grenoble aux Françaises. Oui, l'équipe de France face aux Lions indomptables du Cameroun, match amical pour préparer du côté des Camerounaises la CAN, la Coupe d'Afrique de novembre prochain au Ghana. Les Camerounaises ont perdu nettement 6-0. Il faut dire que les Françaises font partie des toutes meilleures de la planète foot, score sévère. Mais Marlys Go Doumbouc, qui est l'une des rares professionnelles du côté du Cameroun, reste optimiste. Elle rappelle surtout la difficulté de se retrouver seulement quelques heures avant le début d'un match d'un tel niveau. C'est vrai, le fait d'être professionnel et d'être amateur, le plus souvent les regroupements se font pas régulièrement et c'est clair que au niveau de tout ce qui est complicité, cohésion, automatisme, on a du mal. On le sait et malheureusement on fait avec les disponibilités qui nous sont offertes. Ce match était d'une envergure très 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 élevée et ça nous rassure dans tout ce qui est compact, cohésion,
Peut-être pas encore, mais je pense qu'avec l'envie, l'engouement, la solidarité, les encouragements qu'on a les unes envers les autres, je pense qu'à la CAN, il manquera juste de peaufiner et de mettre la stratégie en place pour étaler notre jeu. Parce que l'objectif, oui, certes, c'est la Coupe du Monde. Ouais. La Coupe du Monde, moi je la veux, je veux y aller et je vais tout donner, on va tout déchirer. Marlys Go Doumbouc avec Éric Chorin à Grenoble, la Coupe du Monde de foot au féminin. Ce sera en France en juin prochain, mais pour les équipes africaines, il n'y a que 3 billets et pour se qualifier, il faudra terminer aux 3 premières places de la Coupe d'Afrique des Nations de novembre-décembre au Ghana. Du foot encore avec ce limogeage surprise, celui de Khaled Ben Yahya, l'entraîneur de l'Espérance de Tunis. Oui, étonnant dans la mesure où le club tunisien est toujours en lice en Ligue des Champions africaine, qualifié pour les demi-finales. L'Espérance, certes, a perdu le match aller, la demi-finale aller en Angola face au Primeiro de Agosto, mais il n'y a qu'un but à remonter. La finale est toujours un objectif réalisable, mais l'Espérance, c'est vrai, reste sur 3 matchs sans victoire, toute compétition confondue. Cela a donc coûté son poste à Khaled Ben Yahya et c'est Mouine Chabani qui va assurer l'intérim. Merci Frédéric Suto. Tout de suite un nouveau journal sur RFI.